Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, on est avec Gladys Teregnocourt. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode d'Autour de la com. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour Gladys. Vous êtes trop mignon, bonjour. Quelle synchronisation. Donc Gladys, tu es cofondatrice de Vis ton livre, une maison d'édition jeunesse inclusive, éco-responsable et made in France, dont le concept est que les enfants puissent personnaliser leurs livres. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on personnalise son livre ? Oui, alors je peux vous raconter ça, bien sûr. Techniquement, l'enfant va sur le site internet avec son parent ou son accompagnant. Il choisit la personnalisation de son avatar, son prénom, et par le biais d'un questionnaire, 5 questions, il va donc répondre à ce questionnaire et on va intégrer les réponses dans son histoire. Et alors comment ça se passe ? Quelle est la formule magique qui rend ça possible ? Un site internet, un outil en ligne qui a demandé 15 mois de préparation, enfin de conception. C'est du pur sur-mesure 100%. Ouais. Waouh ! Et comment est venue cette idée ? Déjà, comment est venue l'idée de personnaliser les livres pour enfants ? Et puis, sous question, comment est arrivée l'idée de ça va passer par un site internet et ce magnifique outil ? Alors, l'idée à l'origine vient de mon associée, qui est une amie d'enfance. Il y a environ 2 ans, elle cherche pour son fils autiste un livre dont il serait le héros et qui aurait du coup un casque anti-bruit. Et ça n'existait pas. Et on s'est aperçu en discutant que le handicap était vraiment sous-représenté dans les livres jeunesse. Et on a tout simplement voulu changer ça. Et en parallèle, on avait fait une expérience toutes les deux professionnelles à travailler dans le même bureau suite à sa reconversion, parce qu'elle était psychologue de formation. Et on travaillait ensemble, on s'est dit, mais un jour, il faudra qu'on monte notre boîte, un peu comme ça, à la légère, mais il faudrait trouver un projet qui fait sens. Et en fait, il y a eu un alignement des étoiles à ce moment-là. On s'est dit, allez, on y va, on se lance. Et donc, comment après est venue l'idée d'utiliser cet outil qui est Internet ? En fait, on n'avait finalement pas le choix que d'utiliser du numérique parce qu'il fallait personnaliser les histoires. Et une fois que le livre est imprimé, il n'y a plus de personnalisation possible ou alors très peu. Donc là, vraiment, le travail se fait en amont dans la conception. Ensuite, nous, l'outil, de façon automatique, intègre les réponses des enfants et génère de façon automatique un PDF qui sera ensuite envoyé à l'imprimeur. Voilà. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu faisais ce projet avec ton ami. Qui s'occupe de quoi ? Alors, dans la société, du coup, on est effectivement 2 associés aujourd'hui, et puis on a quelques prestataires externes. Donc, elle s'occupe plutôt de la production des histoires et plus particulièrement de l'écriture. Donc, c'est une ancienne psychologue. Donc, elle a toute la pédagogie et l'expérience pour bien parler aux enfants, leur passer les bons messages et articuler l'histoire pour qu'ils vraiment ressortent les émotions de chaque enfant et surtout les mettre en situation de réussite. Ce qui est tout l'intérêt de ces histoires, grâce à la personnalisation, on peut aussi les mettre en confiance. Ce sont les héros de leurs histoires, avec cette forte dimension liée au handicap aussi, qui était importante. Voilà, donc l'idée, c'est de rendre la lecture accessible à tous les enfants et de leur donner envie, surtout ce goût à la lecture, pour ceux qui auraient décroché, parce qu'on fait aussi les livres en version adaptée aux enfants dyslexiques. Donc vraiment, cette inclusion est très présente dans le projet. Et moi, je m'occupe de la partie développement, marketing, communication et commercial, ce qui est ma formation d'origine. Donc voilà, tout ça est très cohérent. On a su bien se compléter et allier nos forces pour mener ce projet. Et on a un illustrateur en freelance qui est donc externe, et puis un expert comptable aussi, parce que ça, c'est pas notre dada. Voilà, puis après, on remonte les manches et on y va. Ok. Et comment vous décidez une histoire ? Alors, les thèmes sont pédagogiques. Du coup, l'enfant va partir à la découverte d'un thème dans chaque histoire. Donc, c'est Virginie qui choisit, en fonction de ce qu'elle voit, qui est plutôt tendance dans l'année, dans les salons du livre, etc., les thèmes qui plaisent aux enfants. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'inspire et décide des histoires. Donc, il y en a déjà 3 qui sont sorties. Il y en a d'autres qui sont déjà écrites, en cours d'illustration. Et puis, on développera au fur et à mesure l'offre. C'est génial. Je voudrais revenir sur le éco-responsable et Made in France. Qu'est-ce que ça veut dire pour Vis ton livre ? Alors, Made in France, très simple, on imprime en France, en Île-de-France même. Et alors, pourquoi éco-responsable ? Parce qu'on met un petit coup de pied dans la fourmilière de l'édition traditionnelle. Là, on est sur de l'auto-édition d'une part, mais surtout sur de l'impression à la demande. Donc,
pas de surstockage, pas de surproduction, pas de mise au pilon des livres qui, déjà sortis d'imprimerie, vont être pour un pourcentage jeté parce que déjà désuet. Donc non, là, on est vraiment sur une commande, une impression. On mutualise la commande du mois auprès de l'imprimeur aussi pour réduire les coûts. Et puis le fait que ce soit du très local, ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est un imprimeur qui utilise du papier qui est issu de forêts gérées durablement. Donc voilà, tout un éco-concept quand même important aussi à nos yeux. On aurait pu imprimer hors France et moins cher, mais non, ça fait partie des valeurs de Vite ton livre. Donc, Ça a été facile de mettre en place tout ça, le projet en tant que tel, mais aussi, par exemple, de trouver l'éditeur et tout ça. Non, ça n'a pas été facile, pour être tout à fait honnête. En revanche, ça a été très enrichissant et très stimulant au quotidien, avec une espèce de montagne russe là, qu'on a vécue. On a fait des erreurs de débutantes, parce que c'était notre première expérience d'entrepreneur. On a été très enthousiaste, optimiste aussi sur les premiers chiffres, sur le temps que prendrait le fait de développer son réseau. En partant de zéro, en ne connaissant pas le monde de l'édition. Voilà. Mais c'est des choses qu'on a au fur et à mesure, des freins qu'on a levés, et on a appris du coup plus rapidement en ayant fait toutes ces erreurs au démarrage. Donc pas facile, mais quand même une super expérience. Et très enrichissant. Ah oui, vraiment. Oui. De toute façon, il paraît qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre de ses erreurs. Oui. C'est les parents qui disent ça. Donc toi, tu as des enfants ? Oui, 2. 2. Et mon associé aussi, donc ils ont été les premiers testeurs de nos histoires. Bon, j'imagine qu'il y avait un petit côté « Ah, c'est maman qui fait, alors ça nous plaît forcément ». Mais non, c'était assez drôle d'ailleurs de voir comment ils se représentaient au niveau de leur avatar. Mon fils, par exemple, qui n'est pas en situation de handicap, a choisi un personnage pirate. Donc il s'est mis un foulard sur la tête qui correspond plutôt à l'accessoire pour l'enfant qui a un cancer et donc plus de cheveux. Il a mis un œil, un cache-œil, une prothèse à la jambe. Voilà, c'était son personnage pirate comme ça. Ça l'a sensibilisé autrement au handicap. C'est tout l'intérêt aussi de Vite ton livre. Sensibiliser et les enfants qui ne sont pas en situation de handicap pour leur montrer que ça existe. Et puis de penser aux enfants qui le sont. Ils sont reconnus, ils sont enfin les héros de leur histoire. Et ça, c'est beau. Je viens d'avoir les bras parcourus de frissons. C'est vrai que de toute façon, la première étape, c'est d'en parler. Et plus on en parle, et plus on désensibilise. Est-ce que vous avez déjà eu des retours des enfants qui sont devenus les héros de leur livre par rapport aux livres qu'ils ont reçus ? Oui, on a eu pas mal de retours de mamans essentiellement. Hein. Ce sont elles qui nous partagent les expériences. On a eu des photos en interne, qu'on ne diffuse pas sur les réseaux parce que ça reste des photos d'enfants. Mais c'est assez intéressant de voir que ça ne tourne pas qu'autour de la lecture de l'histoire, mais il y a toute l'expérience avant de conception. Et là, les enfants passent énormément de temps à choisir leur avatar, à dire tiens, je vais mettre cet accessoire, cette couleur de cheveux, non, je change, et puis je reviens dessus demain. Et bon, voilà, il a fallu mettre des deadlines pour verrouiller la commande du livre, parce que sinon, ça aurait pu prendre des mois. Mais il y a toute une expérience autour du livre qui devient un vrai outil pour les parents aussi, et une petite activité ludo-éducative qui éloigne un peu des écrans passifs, ce qui était aussi un des objectifs. Là, on est devant un écran, le temps de faire son bouquin, mais on est actif. Et puis ensuite, on a le livre papier. Alors ça implique les enfants davantage dans la lecture parce que c'est eux qui l'ont co-conçu. Donc, expérience très intéressante, oui. Retour très positif des mamans. Et en termes de créativité aussi, quand on est un enfant, c'est incroyable. Et puis aussi, de nos jours, les ordinateurs, les tablettes et tout ça, c'est un outil qu'ils ont de base. Nous, quand on était enfants, les tablettes, on avait les Game Boy, mais encore, on n'avait pas le même rapport. Mais là, c'est vraiment passer du virtuel, mais s'en servir pour créer quelque chose de physique, quoi. C'est incroyable comme expérience. C'est vrai qu'on doit vivre avec aujourd'hui, donc autant s'adapter, en faire une force. Et pour autant, on aime bien le papier, le petit livre traditionnel. C'est vrai que on est des mamans qui ont connu cette période-là de lire les petites histoires du soir à nos enfants, qui ont grandi depuis, mais quand même, on aime bien cette tradition. Après, on a dans l'idée de passer sur la partie numérique, de développer une version audible pour rendre cette lecture encore plus accessible. Voilà, au fur et à mesure des développements de Vite ton livre, c'est ce qui est prévu. Et quelle est la tranche d'âge à laquelle s'adresse Vite ton livre ? L'âge de prédilection, ça va être les 6-9 ans. Ok.
avant, ça peut être un peu tôt, mais si l'enfant a une appétence pour la lecture, ça peut être assez chouette pour lui. Et puis, pour un CM1, CM2, donc plutôt un 10-11 ans, c'est s'il a des troubles de la dyslexie, qu'il a du mal à entrer dans la lecture qui est censée être adaptée à son âge, il trouvera du plaisir, je pense, avec la version adaptée qui est facilitée dans la lecture. C'est une police d'écriture exprès. Et puis, chaque syllabe est colorée d'une façon et les lettres muettes sont grisées. Enfin, vraiment pour fluidifier la lecture. Et ça, par exemple, savoir quel type de police, quelle couleur utiliser, comment vous avez fait toute cette recherche-là? Est-ce que vous êtes fait aider ou c'est vraiment un apprentissage que vous avez fait pour Vis ton livre? Il y a eu les deux, donc ça a été la partie de Virginie pour le coup. Elle a donc fait appel à des orthophonistes pour être conseillée sur ce qui se faisait ou pas. Et puis ensuite, elle s'est énormément documentée, notamment avec Internet, qui met à disposition quand même pas mal de ressources gratuitement. C'est utile. Voilà, donc il y a eu un peu des deux. Alors revenons à toi Oui. et parlons communication, parce que c'est un petit peu aussi ton métier dans la société et puis de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc nous, on est une agence de com et c'était intéressant en fait pour nous de savoir qu'est-ce que signifiait la communication, qu'est-ce que c'était que communiquer pour les entrepreneurs en général, qui ne sont pas forcément dans la communication. Alors là, aujourd'hui, on triche un peu parce que tu es un petit peu dans la communication, mais en tout cas, pour ton rôle dans Vis ton livre, qu'est-ce que c'est pour toi la communication ? Alors, c'est très large comme terme. On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a plusieurs axes qu'on pourrait prendre. Déjà, il y a l'axe vraiment entrepreneur, c'est-à-dire qu'au-delà de parler des livres, de s'adresser à sa communauté, il y a je vends mon projet à l'extérieur, donc à des investisseurs, à des potentiels fournisseurs, des potentiels clients aussi, enfin des gens qui ont besoin d'être séduits. Donc, il y a un enjeu de communication là qui sort un peu du livre en lui-même et qui est plus sur j'ai fondé une société, j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin que vous y croyiez autant que moi. Et voilà, il y a cet axe-là qu'on a pas mal travaillé, donc plutôt à l'oral. Et ensuite, c'était plus lié au projet. Donc là, on a utilisé, on va dire, les communications d'aujourd'hui, donc les réseaux sociaux essentiellement. Je n'ai pas mis en place de solutions encore automatiques, mais ça, c'est des choses que j'aimerais développer. Donc c'est là où il faudra qu'on fasse appel à des professionnels parce que pour l'instant, un peu comme au départ, on réduit le budget un peu sur tout et donc on essaye de faire nous-mêmes, mais on se rend compte que c'est un vrai métier avec un vrai enjeu et il faut avoir une stratégie. Donc c'est là où on commence à voir que si on veut passer à la vitesse supérieure, il va falloir s'y mettre sérieusement. La communication sans stratégie, c'est difficile. On a fait les frais. Comme Studiosauris. Ça fait partie des erreurs du début. On pense qu'on peut tout faire soi-même. Et même si j'ai une base en communication, c'est pas forcément l'expérience que j'ai travaillée depuis 15-20 ans. Donc ça se ressent. Et puis il y a toujours une différence de quand on est dans la communication et qu'on travaille pour quelqu'un et pour soi. Enfin, moi, je le vois, je le vis avec Studiosaurus. Quand un client me demande un site internet, c'est entre guillemets assez rapide à faire. Le site internet de Studiosaurus, c'est long à faire parce qu'on va chercher le moindre petit truc, parce qu'on est attentif à tout, vu que c'est notre bébé, c'est notre projet. Puis on n'est pas objectif. Au bout d'un moment, on n'est plus objectif. Tu cherches le détail que personne ne verra jamais. Exactement. Et donc, j'imagine que pour Vis ton livre, c'est la même chose. Oui, j'ai mis des mois et des mois à essayer de trouver un axe de communication, à m'adresser à ma cible. J'ai dû apprendre aussi, j'ai dû chercher mon persona et vraiment l'envisager et me dire que peut-être c'était pas celui-là, qu'on allait vers un autre. Enfin, il y a eu énormément d'évolution depuis le démarrage. C'est impressionnant le chemin parcouru. Ouais. Mais du coup, là, votre cible, est-ce que vous considérez que c'est plus les parents ou les enfants, en évidemment mettant le message pour les parents, puisque c'est eux qui vont acheter, parce qu'on est trop jeune quand on n'est pas majeur pour acheter des choses en ligne. Oui. Mais comment vous articulez du coup le message ? Le message est clairement ciblé pour les parents parce que notre principal levier notre principal levier de communication, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Les enfants ne sont pas censés être sur ces réseaux-là. On n'est pas présent dans la distribution spécialisée comme Fnac ou Cultura, sans faire de pub, puisque c'est de l'impression à la demande. Donc on a du mal à atteindre les enfants en direct. Quand bien même ce sont les utilisateurs. Et là, on s'aperçoit que leur retour d'expérience
est très important. Donc c'est pour ça qu'on demande aux mamans de nous raconter comment ça s'est passé, parce que ce sont eux qui vont décider finalement de la tendance et de ce qui fonctionne ou pas. Donc il faut qu'on s'adapte quand même à ce que eux veulent, et pas seulement à ce que les parents aimeraient que leurs enfants aiment, ce qui est quand même différent. Voilà. On sait que les enfants, s'ils sont séduits par une première histoire, auront envie d'acheter une deuxième, puis une troisième. Et nous, on a quand même besoin, pour que la boîte se développe, d'avoir du chiffre d'affaires récurrent. Et voilà, ça fait partie de notre business model. Fidéliser les enfants. Et oui. Donc, on a un peu des deux, mais c'est vrai que le message, en premier lieu, s'adresse aux parents. Et est-ce qu'il est possible, dans un futur, je ne sais pas si ça a déjà été envisagé ou pas, mais d'avoir une version qui serait disponible justement dans ces grands magasins, en grande distribution ? Oui, on a déjà pensé, alors après il faudra qu'on fasse une levée de fonds, enfin qu'on ait le budget bien sûr en face, mais à des bornes par exemple, avec tablette numérique, pour que l'enfant puisse personnaliser en live dans le magasin, et puis ensuite nous on reçoit la commande. Il faudrait qu'il y ait un pont comme ça qui se fasse. D'accord. Ça peut s'envisager, bien sûr, on a tout intérêt à être aussi dans la grande distribution physique pour compléter l'offre, parce qu'il y a des gens qui ne sont que très rarement sur Internet, qui sont encore contre ça. On aimerait aussi toucher les grands-parents pour qu'ils offrent cette expérience avec leurs petits-enfants. Bon, donc il y a un enjeu aussi à aller sur la grande distribution traditionnelle. Oui, mais j'imagine très bien l'intrigue que peut avoir un enfant à tomber devant cette borne dans un grand magasin et à dire « Ah bah je veux essayer, ah c'est trop bien, je peux être le héros ». Puis juste l'émerveillement de découvrir l'objet alors qu'il ne le cherchait pas forcément. Aussi. Oui, ça c'est important, ça fait partie d'une PLV quelque part. Les mises en avant comme ça sont très remarquées dans les centres commerciaux. Tout de suite, ça fait la différence. Donc oui, bien sûr que ça c'est très important pour nous de nous démarquer. Parce que dans un rayon, on serait complètement transparent. Et puis de toute façon, on n'aurait que des livres tests exemples qu'on ne pourrait pas vendre. Il faudrait toute une pédagogie pour expliquer que vous avez entre les mains un potentiel livre qui pourrait être le vôtre si vous allez sur le site. Oh, c'est trop compliqué. La borne marque vraiment le territoire physiquement, et ça, c'est important aussi. Oui, et je pense que c'est un objet qu'on a l'habitude de voir quand même. Ne serait-ce que dans les musées, il y a souvent des bornes pour que les enfants puissent explorer le musée via cet outil. Donc c'est vrai qu'on trouve un partenaire qui fait déjà des bornes et qui pourrait l'adapter, faire une signalétique vis ton livre, parce que finalement c'est qu'une connexion à Internet. Eh ben, si toi qui nous écoutes, tu connais quelqu'un qui fait des bornes, dis-le nous. On passera le message à Gladys. Imagine, ça marche. Oui, ça peut. Ça peut. Bouteille à la mer, là. C'est de la communication. C'est ça, exactement. Je vais revenir sur les livres. Est-ce que vous avez choisi quel type de handicap vous vouliez rendre accessible en termes de héros d'histoire, ou est-ce que vous vous êtes dit on ouvre la porte à tout et on verra ce qui nous est demandé? Alors, au démarrage, on est allé sur les handicaps visibles, pour que ça se voit sur l'avatar, bien sûr. On va dire plutôt classique. Maintenant, l'idée est vraiment, en fonction de la demande, d'adapter, puisqu'on a l'illustrateur qui peut nous ajouter des accessoires, et ensuite on les intègre au site internet, pareil, de façon automatique. Donc on peut ouvrir le champ des possibles. Là, on a déjà pas mal d'accessoires. Il y a le cache-œil, l'appareil auditif, le fauteuil roulant. On peut changer la couleur du fauteuil roulant. Il y a les lunettes, il y a la prothèse à la jambe. Enfin, c'est quand même assez vaste, mais on peut tout faire, en fait. C'est ça qui est chouette avec le logiciel qu'on a mis en place, c'est que la porte est ouverte à toutes les propositions et on va faire évoluer, bien sûr. Ok. Donc peu importe le handicap qui nous touche ou qui ne nous touche pas, parce que tu disais qu'aussi des enfants qui n'ont pas de handicap peuvent découvrir Vis ton livre et aussi découvrir les handicaps de peut-être leurs copains, leurs copines. Donc finalement, tout le monde peut se retrouver dans Vis ton livre. Oui, et puis tout le monde peut laisser vraiment libre cours à son imagination et à sa créativité. C'est étonnant le nombre d'enfants dits valides qui se mettent dans un fauteuil roulant ou qui utilisent par exemple le casque anti-bruit pensant que c'est un casque de musique. Ah oui. Voilà, donc leur personnage est tendance. Voilà, donc non, ils jouent avec ça, ils s'amusent. C'est assez chouette de voir
comment ils laissent libre cours justement à leur imagination. Il n'y a aucune relecture qui est faite des prénoms choisis ou des réponses aux questions. Parfois, c'est une réponse à choix multiples, mais parfois, c'est vraiment un champ libre de X caractères définis. Enfin, on a un personnage, par exemple, un enfant qui a appelé son personnage Popotin, et sa maman nous a demandé si elle devait consulter un psychologue. Alors, on a bien rigolé, mais non. C'était... Et pourquoi pas? Ben oui. Et du coup, donc, tu disais aussi qu'il y a pour les dyslexiques. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, ou peut-être que c'est déjà le cas, peut-être un livre en braille? On y a pensé. On a étudié la question quand même, et il faudrait réduire vraiment drastiquement la personnalisation. Oui. Parce que on a tellement d'accessoires, de couleurs, etc., que ça demanderait un travail tellement énorme que le livre pourrait coûter 70-80 € pièce. En revanche, pour ce public, on est plus parti sur une version audible. Oui. Voilà. C'est plus la stratégie qui va être, je pense, choisie, qui coûtera moins cher à tout le monde. Et qui reste une expérience aussi... unique. Bah oui, aussi parce unique. Parce qu'en fait, chaque livre est différent. Oui, donc il y aurait une adaptation de la voix à la personnalisation choisie, bien sûr. Est-ce que tu as la main? Est-ce que tu peux voir toutes les commandes qui sont faites sur ton site? Oui. Et tu as des statistiques, j'imagine? Oui, alors là, aujourd'hui, dès qu'un enfant crée une histoire, donc son avatar apparaît sur la première page du site. Donc on a les derniers avatars créés qui apparaissent. Donc ça, c'est assez chouette. Et qu'est-ce que tu veux comme stat? En fait, non, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans les avatars? Alors, c'est jamais arrivé qu'on ait 2 fois le même, mais en même temps, la personnalisation est tellement vaste que ce qui revient souvent, c'est l'accessoire en fauteuil roulant. Ça plaît beaucoup parce que ça n'existe nulle part, en fait, d'avoir un personnage en fauteuil roulant, à moins que le livre traite du handicap de l'enfant particulièrement et de son intégration peut-être en société. Là, on est sur des histoires, j'ai envie de dire, lambda, et le handicap est banalisé. C'est comme tout le monde, en fait. Ouais. On a considéré que c'est pas parce qu'on était minoritaire ou différent qu'on devait ne pas exister. Donc, exactement. Ouais. En tout cas, moi, je suis vraiment touchée par le message qui est véhiculé par Vis ton livre en général. Je trouve ça très, très beau, et je trouve que ça manque. On a besoin de plus en parler et le banaliser, parce qu'on est tous pareils. On mérite tous l'amour, on mérite tous d'être le héros de son livre et de sa vie. Donc, c'est vraiment un super projet, et je suis très, très contente quand tu es avec nous aujourd'hui. Oui. C'est gentil, merci. Alors, on va faire un petit happening. C'est le moment. Ding, ding, ding. Ding. C'est le jingle officiel. Vous me faites peur. Mais non. Alors, on a un petit jeu. On a sorti 2 citations pour toi, qui sont derrière ces petites cartes. Et je vais te proposer d'en choisir une au choix, de la lire et de nous dire ce que ça t'évoque. Très bien. Ou ce que ça t'évoque pas. Ou ce que ça t'évoque pas. Okay, je prends ta main gauche parce que je suis gauchère. Très bien. Voilà. Ah. Alors, je peux la lire, ça y est? Bien. Vas-y. La lecture permet aux enfants de communiquer avec des mondes imaginaires, de s'immerger dans des histoires et de développer leur créativité. Docteur Seuss. C'est celui qui a écrit... The Cat in the Hat. Oui, et le Grinch. Le Grinch, c'est vrai. Ah, ok. Eh bien, ce que ça m'évoque, c'est que on aurait pu signer Vis ton livre, en fait, à cette citation, parce que clairement... on est en plein dedans. C'est ce qu'on permet aux enfants à travers nos histoires, surtout dans la personnalisation du texte, où on leur pose ces fameuses 5 questions en lien avec l'histoire, et où là, ils n'ont plus qu'à s'exprimer pour vraiment ensuite, une fois qu'ils ont reçu leur livre, s'immerger avec leurs propres mots dans leur histoire. D'ailleurs, c'est assez chouette de voir leur réaction quand ils reconnaissent leurs réponses et qu'ils se souviennent, parce qu'il y a parfois un petit mois de délai puisqu'on mutualise des commandes, comme je vous avais dit. Donc ils sont impatients de recevoir leur histoire et ils reconnaissent « Ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça !» C'est une petite excitation, là. C'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, cette citation, elle est pour nous. Ouais, bien trouvée. Merci. Signé Vis ton livre. Mais c'est vrai que du coup, les enfants, ils se retrouvent comme presque auteurs de l'histoire. Ils sont tout à fait co-auteurs. Alors, ils sont quand même guidés. L'histoire, on va dire que le squelette de l'histoire est quand même écrit. Mais c'est vrai qu'en fonction de ce qu'ils vont répondre, ça va changer un petit peu l'orientation, pas la fin. Et ce sont des réponses qui sont contextualisées. Donc, par exemple, si l'élément perturbateur est un coq,
eh bien, on aura son cri derrière qui sera écrit dans l'histoire. Si c'est une poule, non, une poule, c'est pareil. Si c'est un chien, ils vont faire le même bruit. C'est un mauvais exemple. Si c'est un chien, il y aura le bruit de l'animal. Enfin, bon, c'est vraiment très, très personnalisé. Ce qui fait aussi la différence avec ce qu'on peut déjà trouver sur le marché, où la personnalisation va être assez sommaire. Donc, il y a moins d'implications. C'est juste un livre one-shot qui est mignon pour une occasion. Là, on est sur un outil pour l'enfant, pour les parents, pour les professionnels de santé. Enfin, une vraie expérience de lecture immersive. On le voit comme ça. Oh, c'est beau cette dernière phrase. Une expérience de lecture immersive. On n'entend pas ça tous les jours. J'ai travaillé ma communication. Ah oui, ça se voit, ça se voit. On t'a demandé de venir avec un objet qui te permet de communiquer. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené ? Alors, je ne vais pas être très originale, mais il est tellement... C'est devenu ma troisième main, hein, clairement. C'est mon téléphone portable. Pourquoi ? Parce que j'agende tous mes rendez-vous sur le téléphone. Je traite mes mails aussi. J'anime les réseaux sociaux, la communauté. Voilà, tout passe par le téléphone. Je prends des photos des événements auxquels on va pour ensuite les diffuser sur les réseaux. Enfin, c'est ma base de travail. Si je perdais mon téléphone là, je crois que je serais très malheureuse parce que handicapée quelque part de ne plus avoir cet outil qui est quand même bien pratique si on sait s'en servir. Ouais. C'est pas du tout une réponse, un objet banal. Et puis, de nos jours, surtout quand on fait de la communication comme ça, avoir son téléphone, nous, on sait, il y a quand même beaucoup de ce qu'on fait, on a besoin de notre téléphone. Donc, c'est très, très bonne réponse, très bon objet. Merci. Je vois aussi que tu nous as apporté des livres. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ces livres ? Est-ce qu'ils ont quelque chose de spécial ? Oui, tout à fait. Là, on a un exemple assez précis de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire une version de lecture classique ou une version de lecture adaptée aux enfants dyslexiques. On le voit, le texte est travaillé pour fluidifier la lecture. On voit aussi les différences de choix dans les avatars. Donc, on a ce qui tend plus vers une fille ou un garçon. Alors, je dis bien tendre vers parce qu'à la base, quand l'enfant est sur le site internet, il a une silhouette. Et en fonction des accessoires qu'il va choisir, eh bien, ça va plus ressembler à un stéréotype de fille ou de garçon. Mais on le laisse libre. On a des garçons qui ont les cheveux longs. Cette coupe-là, d'ailleurs, bon là, c'est une petite fille. Mais on n'incite pas l'enfant à s'habiller en bleu s'il est un garçon et à avoir les cheveux courts et une jupe rose pour les filles avec des cheveux longs. Voilà, c'est vraiment laisser libre cours à l'imagination de l'enfant, que ça, c'est important. Et puis, on a des différences aussi de culture ou des différences d'origine. Donc, il y a plusieurs couleurs de peau, pareil, qui sont mises à disposition de l'enfant. Et il en fait ce qu'il veut après. Les vêtements, les cheveux, c'est vraiment chouette de voir comment les enfants se représentent. Certains vont essayer de se caler à leur propre image et d'autres vont partir dans des choses complètement différentes ou faire un membre de leur famille aussi. Voilà, leur maman. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment avoir leur maman représentée, ou en tout cas dans le prénom. Parfois, on demande à l'enfant de choisir un personnage féminin. Il va dire maman. C'est OK. Parce que c'est le prénom de sa maman. Ça le rassure, maman. C'est son environnement, ça lui plaît. Bon, on ne juge pas ça. Mais ce qui est assez sympa, c'est que donc il y a l'expérience en amont de conception, la lecture avec l'enfant, et en fonction des réponses que l'enfant a choisies, il y a une discussion aussi qui peut être amenée sur tiens, c'est marrant que tu aies pensé à ça, est-ce que tu aimerais que toi on fasse ça aussi ? Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut aussi servir d'outil pour une psychologue, par exemple, qui, à travers les réponses, pourrait détecter peut-être un mal-être. Enfin, là, je parle loin, hein, mais c'est un vrai outil pour les professionnels de santé. Je suis un peu sortie de la question. Non, mais du coup, en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, clairement, il faut absolument que ce livre, enfin ce système, Vis ton livre, soit proposé chez les psychologues, chez les orthophonistes. Orthophonistes, merci. Oui. Ouais. Mais c'est un support qui est incroyable pour ne serait-ce que libérer la parole et poser les questions différemment. Peut-être à un enfant qui, si tu lui demandes comment ça va, ça va. Mais peut-être si, s'il doit devenir le héros que lui imagine, peut-être que là, il peut se libérer la parole et puis parler des choses qui le touchent. Virginie a été dans l'écriture des histoires très sensible à la question de valorisation de l'enfant, de la confiance en soi. Et donc implicitement, elle a fait en sorte
d'amener l'enfant à avoir une réflexion sur ses propres réactions aussi. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis, pour vraiment reprendre le sujet de la communication, on commence à voir qu'on en fait un outil de communication pour les professionnels. C'est-à-dire que dans l'histoire, au démarrage, il y a une petite page prévue pour un mot personnalisé par le parent ou par un professionnel de santé qui voudrait, par exemple, utiliser ce livre dans sa salle d'attente pour faire patienter les enfants et pourrait faire le lien avec sa propre activité dans le bien-être de l'enfant, par exemple, pour les soins. Donc maintenant, ça devient un outil de com pour les professionnels de santé. Voilà. Oui. Et Sabrina est d'ailleurs que vous avez... On a reçu il y a quelques semaines. Et derrière, une des premières clientes à avoir fait ça. J'ai trouvé que l'idée était super, à tel point qu'on lui a piqué les livres. Donc d'ailleurs, si la personne écoute, rendez-lui ses livres. C'est vrai qu'on a entendu parler de cette histoire quand même. C'est qu'ils ont eu du succès dans la salle d'attente. C'est vrai. Mais du coup, c'est génial parce que ça permet la communication du praticien vers l'enfant et puis inversement de l'enfant vers le praticien ou vers les parents pour, comme je disais tout à l'heure, libérer la parole, parler de sujets dont on n'oserait peut-être pas parler, en fait, si on n'avait pas ce livre qui venait comme un médium, en fait. Oui, c'est un support de communication finalement, Ouais. un peu atypique, mais peut-être moins direct, plus doux. Plus suggestif. En parlant de communication, si on devait résumer en un mot le mot communiquer, la communication, comment tu résumerais ça en un seul mot? En un seul mot, je dirais partage. C'est ce qui me vient là en tête, aussi bien niveau professionnel, donc avec tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, qu'avec la communauté qu'on a commencé à créer et les retours d'expérience qu'on a. Donc vraiment, j'associe ça au partage. Ouais. Nous, on a comme objectif de créer un géant poster de notre podcast avec tous les mots de nos invités pour voir justement en fait à quel point le mot communiquer, il a des sens divers et variés et de se rendre compte justement de quel mot revient le plus souvent, peut-être des mots auxquels on n'aurait pas pensé qui seraient liés au mot communiquer. Donc c'est ça, c'est notre sous-projet avec ce podcast d'arriver à faire ce poster que je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer à le faire, mais incessamment sous peu, quand on aura un peu plus de mots peut-être. C'est ça. Et donc Jordan, tu as des stats sur le mot partage. Le mot qui revient. Oui, le mot partage revient beaucoup. Ouais. C'est vrai, je ne suis pas originale. Non, c'est pas une question d'être original ou pas, c'est une question de ressenti. Oui. Donc, et en fait, on va pas se mentir que le partage, c'est communiquer. Parce que là, on partage quelque chose ensemble, on partage un moment, on partage des pensées, on partage des projets, et en fait, on partage. Mais on communique autour de ces projets, et ça fait qu'on partage. Donc, c'est normal que ce soit un mot qui revienne. Puis finalement, on se rend compte que nos invités, peu importe leur profession, peu importe leurs expériences, leur milieu, ils sont conscients que la communication, c'est à vocation d'être partagée et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui reçoit et qu'il y a une partie de nous qu'on donne, qu'on transmet. Et c'est beau, en fait, de se rendre compte de ça, justement, que le mot partage, il revienne aussi souvent, ça dit quelque chose, finalement. C'est tant mieux que ce soit pas un mot original. Oui, donc ça dit beaucoup. En gros sur le poster. Ouais, partage. On va finir par faire autour du partage plutôt qu'autour de la com. Nouveau thème de podcast. C'est ça. Pour la prochaine saison. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Eh bien oui, on peut toujours partager, faire de l'autopromo, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. En ce moment, on a une offre d'abonnement, en fait, c'est 3 livres pour 59,90 €, sachant que le livre à l'unité est à 29,90 €, donc c'est très chiffré, mais ça fait qu'il y a un livre qui est presque offert. Donc moi, j'encourage à prendre l'abonnement, ça fait un livre tous les 2 mois. Ça permet de prendre le temps de bien créer son histoire, de la recevoir avant de faire le prochain. Et puis, cette offre d'abonnement va s'étoffer au fur et à mesure des mois. À chaque fois qu'on sortira une nouvelle histoire, on prolongera l'abonnement. L'idée, c'est de devenir un Netflix et d'avoir un abonnement sans fin, avec 10 000 histoires disponibles à l'intérieur de l'offre. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Oui. C'est un projet qui est génial. J'espère de tout cœur
que ça va décoller. Enfin, Ouais. bon, ça marche déjà depuis un petit moment. Ça fait 2 ans que tu es sur le projet. Alors, ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. On a mis 15 mois à sortir ce fameux outil en ligne. Ouais. Donc, la commercialisation s'est faite en septembre l'année dernière. Finalement, D'accord. c'est pas si vieux. Et là, on est au développement, au début, les balbutiements de la force de vente, voilà, des premiers tests, des premiers retours clients aussi. Et on adapte au fur et à mesure. Donc, c'est en bonne voie. Et ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Merci. Ça, d'avoir des bornes Vite en livre partout, de vous trouver chez tous les praticiens qui pourraient avoir besoin de Vite en livre, chez tous les enfants qui ont envie d'être les héros de leur propre histoire, partout. pour quoi. ça, en fait. Rien que pour ça. Rien que pour ça, ça devrait... Ouais. Qu'on ait un handicap ou pas, en fait. Oui. Juste être le héros de son histoire, c'est génial. Ouais. Aucune limite à l'imagination. Ouais. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous, de nous avoir parlé de ce beau projet. Je crois que ça s'est entendu tout au long de ce podcast, mais on est ravis de t'avoir eu avec nous pour ce nouvel épisode. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter, toi ? Moi, j'aurais rajouté que si toi qui nous écoutes, tu as apprécié ce moment passé avec Gladys, eh bien, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de toi, à aller sur le site de Vite ton livre. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Est-ce que tu veux nous rajouter ? Comment on peut te communiquer ? Comment on peut te contacter ? Tout d'abord, j'allais vous dire merci beaucoup pour l'invitation. C'était un réel plaisir de partager avec vous l'expérience, le démarrage de Vite ton livre. Vraiment, j'étais ravie. Et on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux plutôt classiques, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. Et puis, bien sûr, il y a le site internet où là, on rentre vraiment dans le vif du sujet et on peut découvrir ce qu'est vraiment l'expérience Vite ton livre. Super. On mettra tout ça en description. Oui. On vous souhaite le meilleur. Et merci d'avoir été avec nous. Merci Gladys. Merci à vous. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour un nouvel épisode d'Autour de la com. Salut! Bye.